Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de KLA, une entreprise américaine dans le secteur des semi-conducteurs que vous avez été nombreux à me demander d'analyser sur la chaîne. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va voir si l'entreprise va pouvoir rejoindre ma watchlist ou pas. Et surtout, à quel prix est-ce qu'elle pourrait rejoindre ma watchlist. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel serait mon prix juste sur l'entreprise. Comme d'habitude, cette analyse va être découpée en plusieurs étapes. Premièrement, nous verrons la société et son business model. Ensuite, nous ferons l'analyse quantitative de KLA, puis son analyse fondamentale. Et enfin, nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si elle est sur- ou sous-évaluée et déterminer un prix juste. Et si vous n'avez pas vu les vidéos expliquant ma méthode d'analyse, je vous renvoie vers ces dernières que vous trouverez dans la playlist méthode. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par voir la société KLA. C'est une société américaine, elle est cotée au Nasdaq, elle a pour ticker KLAC, elle a une capitalisation de 98 milliards de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 0,79% et elle est bien évidemment dans le secteur technologique. Vous voyez également sur le graphe de droite qu'elle a eu un CAGR impressionnant avec 37% de croissance de son cours de bourse sur les 5 dernières années, ce qui est vraiment conséquent et qui est presque 3 fois plus important que la croissance du S&P 500 sur la même période. L'histoire de la société commence en 1975 avec la fondation de KLA Instruments par Ken Levy et Bob Henderson, qui est spécialisé alors dans les photomasques pour détecter les défauts sur les puces. En 1976 a eu lieu la fondation de Tencor Instruments par Karel Urbanek et John Schwabacher. En 1997 a eu lieu la création du groupe KLA-Tencor, donc avec la fusion de KLA Instruments et Tencor Instruments. De 1998 à 2018 a eu lieu l'acquisition de nombreuses entreprises dans le milieu des semi-conducteurs. On va pas revenir sur toute la liste parce qu'il y en a plus d'une vingtaine. Et en 2018, Tencor change officiellement de nom et devient KLA Corporation, donc l'entreprise que nous connaissons aujourd'hui. Également en 2021, elle commence la commercialisation de nouvelles technologies, notamment pour l'inspection des puces automobiles. Au niveau des ventes par activité, on a 3 segments principaux. Semiconductor Process Control avec 90% des ventes, puis Specialty Semiconductor Process 5% et PCB and Component Inspection avec 5%. Côté région, on a 44% en Chine, 20% à Taïwan, 12% en Amérique du Nord, 7% en Corée du Sud, 7% au Japon, 5% en Europe et 5% dans le reste de l'Asie. Avant de passer plus spécifiquement à KLA, faisons un petit point rapide sur l'écosystème des semi-conducteurs. Je pense que vous commencez à connaître ce schéma si vous suivez mes analyses. Je vous recommande d'aller voir les analyses que j'ai fait notamment sur ASML, sur Nvidia et sur Texas Instruments qui sont aussi dans l'écosystème des semi-conducteurs. Et vous pouvez voir ici que KLA se situe dans les capital equipment, donc dans les équipements relatifs à la fabrication des semi-conducteurs, aux côtés de ASML, Applied Materials ou encore Lam Research. Au niveau du business model de la société, on a principalement avec 75% la fourniture d'équipements, puisque KLA conçoit et fabrique des systèmes utilisés pour l'inspection, la métrologie et le contrôle des processus de fabrication des semi-conducteurs. Donc vraiment, ça va être du contrôle qualité et ces équipements sont essentiels pour garantir donc la qualité et la précision des puces électronique. Également à 25%, on a une partie service et support, donc avec des services de maintenance, de mise à jour et de support technique pour les équipements qu'elle commercialise au préalable, et ces revenus sont intéressants car ils sont récurrents et avec de fortes marges. Et vous pouvez voir sur le graphique de droite que la répartition de ces deux types de revenus est plutôt stable dans le temps. Au niveau des produits, on a premièrement l'inspection des wafers, puisque KLA propose des outils de détection de défauts sur les wafers. Donc les wafers, c'est les galettes de silicium qui sont utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs et sur lesquels sont imprimés plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de semi-conducteurs en même temps. Également, on a la métrologie, donc avec des systèmes de métrologie qui mesurent avec une grande précision les dimensions et les structures sur les wafers qui sont cruciales pour maintenir des normes strictes et des logiciels d'analyse que KLA fournit pour analyser des données qui permettent aux fabricants de semi-conducteurs d'optimiser leur process et de réduire les erreurs de production. Vous voyez à droite un petit exemple de logiciel d'inspection qui détecte donc vraiment les micro-imperfections sur l'impression des puces. Et en bas à droite, vous avez un graphique qui montre la base installée de machines de KLA et vous pouvez voir que le cycle de vie est très long puisqu'on a toujours des machines installées dans les années 90 qui sont opérantes aujourd'hui et donc ça permet à KLA d'avoir des services de maintenance qui sont vraiment long terme et qui durent dans le temps et sa base de machines installées qui est croissante et qui est durable.
Au niveau des marchés finaux de CLA, principalement, le produit s'adresse aux foundries. Donc les foundries, c'est les entreprises qui fabriquent les puces pour le compte d'autres entreprises. Donc ces fabricants ne conçoivent pas eux-mêmes les puces. Ceux qui conçoivent les puces, en général, ce sont d'autres acteurs. On peut penser à Apple ou à Nvidia. Mais ce sont des entreprises qui se spécialisent dans la production à grande échelle pour donc ces mêmes clients. Donc on peut citer TSMC, Global Foundries ou encore Samsung. On a ensuite deux sous-segments. Donc le sous-segment Logic qui englobe les semi-conducteurs utilisés pour traiter des informations et pour faire des calculs comme les CPU, les GPU ou encore les SoCs, donc les System on Chip. Et on a ensuite le sous-secteur Memory, qui sont, comme son nom l'indique, les puces de mémoire, telles que les mémoires DRAM, donc les mémoires vives, et NAND Flash, donc les mémoires non volatiles. Et ces puces sont essentielles pour stocker des informations dans une large gamme de produits électroniques, donc passant des ordinateurs aux smartphones, aux serveurs et aux systèmes de stockage. Donc si vous voulez également avoir un peu plus de détails sur les différents types de puces, je vous renvoie toujours à mon analyse de Texas Instruments, sur lequel je vous avais montré un schéma qui détaille la différence entre les puces Logic, Memory et Analog. Au niveau des concurrents et du marché, on peut noter que CLA détient plus de 50% des parts de marché sur le sous-marché Metrology Inspection depuis plus de 10 ans, avec 58% des parts très exactement en 2020, suivi de Applied Materials avec 12%, ASML avec 6% et Hitachi High-Tech avec 5%. On peut également noter que ce marché a un CAGR estimé de 6,1% jusqu'en 2028 par Data Bridge Market Research et également CLA se classe 5e derrière ASML, Applied Materials, Lam Research et Tokyo Electron dans le marché global des équipements de semi-conducteurs, aussi appelé WFE pour Wafer Factory Equipment, et également donc le sous-marché Metrology Inspection ne représente que 10,6% du marché global, donc le marché WFE des équipements de semi-conducteurs qui lui représente 71 milliards de dollars de revenus. Et donc forcément pour gagner des parts de marché dans le secteur des équipements de semi-conducteurs en règle générale, sur lequel CLA est assez petit, avec 6% des parts de marché, CLA pourrait s'étendre vers d'autres types d'équipements plus généralistes. Au niveau du management, on retrouve Rick Wallace qui est CEO depuis 2006, il a rejoint la société il y a très longtemps en 1988. Ensuite on a Bren Higgins qui est CFO depuis 2011, il a rejoint la société en 2003. Ben Tsai qui est CTO depuis 1994 et il a rejoint la société en 1989. Et Orest Donzella qui est CSO, donc Chief Strategy Officer depuis 2024 et il a rejoint la société en 1999. Donc déjà on peut voir que l'équipe de management est très senior, donc ça c'est vraiment un bon point. Au niveau du conseil d'administration, on a Rick Wallace au poste de président, Jenean Henley director depuis 2019, Emiko Higashi director depuis 2009 et Kevin Kennedy qui est director depuis 2007. Au niveau de l'actionnariat, on n'a pas de ligne principalement intéressante puisqu'on a surtout des institutionnels et des fonds d'investissement américains. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de la société. Et là, vous avez l'habitude, on se retrouve sur l'application IQ Invest. Vous aurez le code de réduction associé à cette vidéo qui s'affichera à l'écran, ainsi que le lien en description, bien évidemment. Donc ici, première chose qu'on peut constater, c'est que l'entreprise a un CAGR très impressionnant. Donc si on se met en total return, vous pouvez voir qu'elle a délivré 37% de CAGR sur les 5 dernières années et sur les 10 dernières années, 33% en moyenne, et surtout elle bat largement le S&P 500 avec 1600% de croissance de CLA sur 10 ans versus 241% pour le S&P 500, donc vraiment une performance impressionnante. Au niveau de la note quantitative, on a 17 sur 20 avec beaucoup de chiffres très impressionnants, à 34% de ROIC, 37% de marge opérationnelle, 30% de marge free cash flow avec des capex relativement faibles à 8%, une croissance exceptionnelle, 18% de croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans, 25% de croissance des earnings et 22% de croissance des free cash flow avec un beau dividende également et des dettes plutôt faibles avec 1,75 de dette sur EBITDA. Maintenant, si on passe à l'onglet quantitatif, ici vous pouvez voir une nouveauté qui fait son apparition dans l'application, puisque auparavant on ne pouvait afficher que les données sur 10 ans, comme vous voyez ici, et maintenant j'ai ajouté la possibilité de visualiser donc les données historiques des entreprises sur 10, 20 ou 30 ans. Donc si on se met sur 30 ans, vous pouvez voir ici la belle évolution et vous pouvez voir surtout qu'on peut arriver à dégager des tendances vraiment très intéressantes sur 30 ans. Donc si vous n'aviez pas vu cette nouvelle fonctionnalité, je vous encourage à aller la tester sur l'application. Donc déjà premier point, on constate qu'on a une très belle croissance au niveau des revenus qui a surtout explosé depuis le 2017 puisqu'on a eu auparavant des phases plutôt cycliques avec des baisses entre 2002 et 2004, des baisses entre 2008 et 2010 et également vous pouvez voir ici une baisse entre 2013 et 2016 puisque l'entreprise a retrouvé ses plus hauts de 2012 seulement en 2017. Donc c'est depuis 2016-2017 que les revenus ont explosé. Pareil au niveau des EPS, on a une très belle croissance même si on a eu une année de forte baisse en 2009
et on voit qu'en 2024, la croissance est un petit peu en baisse, mais 2024, forcément, c'est corrélé aux revenus, puisque c'est une année plutôt molle dans le marché des semi-conducteurs, qui est relativement cyclique, et c'est une année de correction par rapport à la forte hausse des ventes qui a eu lieu après le Covid. Vous pouvez voir l'explosion en 2022-2023. Et également, moi, ma métrique préférée, les free cash flow par action, qui ont également fait leur apparition dans l'application. Donc plus besoin de les calculer à la main, maintenant ils sont directement affichés ici. Et vous pouvez voir donc la croissance des free cash flow par action qui est vraiment impressionnante, avec aujourd'hui 22,39 de free cash flow par action pour CLA. Si on regarde un petit peu au niveau des marges, on voit que les marges sont globalement en croissance dans le temps. Si on regarde en 2004, la marge opérationnelle était de 19% et elle est aujourd'hui de 39%, soit un gain de 20 points de marge en 20 ans, et également la marge free cash flow était de 19% en 2004 et elle est aujourd'hui de 30%, donc 11 points de gagné sur la marge free cash flow. Et vous voyez que les capex sont aussi en diminution puisqu'on était à 15% en 2004 et on est aujourd'hui à 9%. Donc vraiment toutes les tendances sont positives au niveau des marges. Et sur les retours sur capitaux, vous allez voir, c'est la même chose. On avait un free cash flow return on capital de 11% en 2004 et on est maintenant à 28%. Donc ici, on a gagné 17 points, ce qui est vraiment impressionnant sur les retours sur capitaux, donc notamment sur les retours sur capitaux au niveau des free cash flow, qui est la métrique que personnellement je préfère utiliser. Et au niveau du ROIC, on voit qu'on avait 8% en 2004 et on est passé maintenant à 30% en 2024. Donc pareil, une augmentation vraiment impressionnante. Vous pouvez voir également que CLA est une championne des rachats d'actions puisqu'elles sont en constante diminution depuis 2006 et on a vraiment une belle diminution. Si on regarde les dividendes par action, on a également une belle croissance avec une année de forte hausse en 2015. Il y a dû y avoir un dividende exceptionnel en 2015 et si on regarde donc les dettes, elles sont en diminution avec une forte émission en 2015. On était à 4,3 de ratio dette sur EBITDA, mais maintenant on est à 1,6 environ. Et si on passe à l'onglet concurrents, on retrouve les grands noms qu'on a cités tout à l'heure avec ASML qui est le plus gros, ensuite Applied Materials, Lam Research et Tokyo Electron, en sachant que Applied Materials est le premier en termes de part de marché sur les équipements et matériels des semi-conducteurs. Maintenant que nous avons vu les chiffres, on peut passer à l'analyse fondamentale et on va commencer comme d'habitude par les forces. Premier point, on a des relations de longue durée et de confiance avec ses clients principaux comme TSMC et Samsung. On a également des fortes dépenses en R&D qui sont très conséquentes et qui sont supérieures par rapport à ses concurrents. On a également des cycles de vie des produits qui sont longs, ce qui permet de garder des flux de revenus sur sa base installée via les services qu'elle vend. Également, on a des marges et des retours sur capitaux qui sont impressionnants et en hausse à long terme. On a des ventes de services qui lui assurent environ 20 à 25% de revenus récurrents tous les ans. Et CLA domine largement sur son sous-marché avec des marges impressionnantes et 4 fois plus de parts de marché que son plus proche concurrent sur le segment spécifique métrologie et inspection. Et dernier point, on peut noter que CLA a un fort pouvoir de fixation des prix et arrive notamment à négocier l'exclusivité de la maintenance sur ses machines pour ses employés auprès de ses clients. S'il y a des forces, il y a des faiblesses et premier point, il y a une forte dépendance à ses gros clients comme TSMC ou Samsung qui représentent plus de 10% des revenus de CLA. Ensuite, on a une dépendance géographique à la Chine et Taïwan qui représentent plus de 60% des revenus. Sa forte concentration sur son marché de niche peut également freiner sa croissance à long terme puisqu'elle est vraiment très spécifiquement concentrée sur le marché métrologie et inspection mais est moins importante sur le marché des équipements de semi-conducteurs en général. Également, CLA possède moins de puissance de frappe financière que ses concurrents principaux comme AMAT, donc Applied Materials ou ASML. Le marché des semi-conducteurs est cyclique et donc ça peut impacter sa rentabilité à court terme. On l'a vu sur la croissance de ses revenus et de ses EPS, on a des périodes de baisse notamment qui peuvent durer plusieurs années. Les machines de métrologie sont moins critiques dans la fabrication des semi-conducteurs que d'autres machines qui peuvent être fournies par exemple par Applied Materials ou ASML et leurs achats peuvent être retardés ou annulés par les foundries qui pourraient préférer investir dans des machines plus critiques. Au niveau des opportunités, on a le développement de produits dans d'autres secteurs pour gagner des parts de marché sur les équipements de semi-conducteurs en général. On a aussi la demande qui provient de l'IA, bien que faible, elle ne représente que 5% des ventes, elle est en forte croissance. Également, on a la production croissante de semi-conducteurs qui tire la vente d'équipements et donc de machines de CLA vers le haut, et l'introduction de technologies de plus en plus complexes comme l'Advanced Packaging ou l'architecture GAA qui accroît également la demande pour les machines d'inspection. Au niveau des menaces, on a premièrement des risques géopolitiques avec la Chine et Taïwan qui peuvent réduire ses revenus et qui peuvent entraver sa capacité à commercer, notamment avec les entreprises chinoises. On pourrait avoir une concurrence accrue sur les technologies de métrologie et d'inspection de la part d'Applied Materials ou ASML qui pourraient être plus agressifs sur les prix que CLA, puisqu'ils pourraient par exemple vendre ces machines en lot, donc en bundle, avec d'autres machines de fabrication des semi-conducteurs par exemple.
Également, on pourrait avoir une évolution technologique sur laquelle KLA n'arrive pas à suivre face à ses concurrents et perd potentiellement des parts de marché. Au niveau de l'avantage compétitif, on a une grande douve stable pour KLA qui provient de 2 points. Premier point, les actifs intangibles qui proviennent de l'expertise des brevets et des technologies de KLA, principalement notamment dû à ses fortes dépenses en R&D. Et ensuite, on a bien évidemment des coûts de changement puisque les ingénieurs en charge de la qualité sont formés sur des outils et des machines de KLA et changer les process sur des outils concurrents serait très coûteux. Et en plus de ça, ce sont des machines qui coûtent cher avec des cycles de vie longs et une maintenance coûteuse. Et vous avez vu qu'on a toujours des machines qui sont installées depuis les années 90. Maintenant, si on passe à la checklist fondamentale, premier point au niveau des produits, on a des revenus qui ne sont pas prédictibles puisque seulement un quart des revenus sont récurrents et proviennent des services comme on l'a vu. Les produits également, selon moi, ne résistent pas au changement puisque l'évolution technologique est rapide dans le secteur des semi-conducteurs malgré, on l'a vu, un cycle de vie des produits qui est relativement long. Par contre, l'entreprise a un fort potentiel de croissance avec un marché des semi-conducteurs en croissance et qui est tiré par des tendances séculaires. Au niveau du management, on a une bonne allocation du capital avec une note exemplaire attribuée par Morningstar. Le management a été compétent par le passé puisqu'on voit que les marges sont impressionnantes et les retours sur capitaux ont été vraiment croissants au cours des 20 dernières années. Le management n'est pas skin in the game, on n'a pas de CEO fondateur, on n'a pas de famille au board par exemple, mais par contre on peut noter, et c'est un très bon point, que le management est très senior. Également, l'entreprise effectue des rachats d'actions réguliers, puisqu'on l'a vu, le nombre d'actions en circulation est en constante diminution. Au niveau du moat, on a une grande douve, puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. Elle est leader sur son marché, puisque KLA domine le sous-marché de la métrologie et de l'inspection, mais par contre est 5e sur le marché des Wafer Fabrication Equipment. Et ensuite, on a une entreprise qui résiste à la concurrence, puisque KLA possède un fort avantage compétitif et surtout un fort pricing power. Et si on récapitule sur tous ces points, donc on a une note quantitative de 17 sur 20 et une note fondamentale de 14 sur 20. Maintenant, on peut passer à la dernière étape, l'étude de la valorisation. Et pour ça, vous vous rappelez, dans la dernière analyse sur Zoetis, j'ai introduit donc ma méthode de Forward Free Cash Flow que je tire directement du livre Long Equity que je vous invite à lire et à commander si ce n'est toujours pas fait. Et sur cette méthode de Forward Free Cash Flow, donc ici tout simplement, on prend les Free Cash Flow par action actuelle de KLA, donc 22,39, on prend son prix actuel et on va appliquer en fait un taux de croissance prévu. Donc en l'occurrence ici, moi j'ai appliqué 19%, puisque j'ai estimé donc 18% de croissance des free cash flow par action pour les 5 prochaines années, et on a également 1% de croissance qui proviennent des dividendes. Donc c'est important de le noter pour calculer un forward total return. Donc ici pour moi je pars sur 19% par an et on applique ce taux de croissance sur les 5 prochaines années, ce qui nous amène à 44,90 de free cash flow par action sur l'année 5. Et ensuite donc à ce free cash flow par action, on attribue un multiple de fin. Donc en l'occurrence ici moi j'ai pris 24 en forward price to free cash flow, et en remultipliant donc ces free cash flow par action de fin par un multiple de valorisation de fin, on arrive à avoir un prix terminal de 1077,59 $ pour KLA dans 5 ans. Et grâce à ce prix, on peut calculer donc un CAGR estimé par rapport au prix actuel. Donc vous voyez qu'actuellement il est à 7,91%. Donc pour nous c'est beaucoup trop faible puisqu'on vise un CAGR de 12% par an. Et en l'occurrence ici, pour avoir un CAGR de 12% par an, aujourd'hui, il faudrait payer l'entreprise 611,45 $, ce qui nous amène donc à une différence de 20,44% par rapport au prix actuel. Donc l'entreprise aujourd'hui serait relativement surévaluée d'environ 20%. Et donc pour récapituler, on a donc une note quantitative de 17 sur 20, une note fondamentale de 14 sur 20 et une surévaluation d'environ 20%. Et juste avant de conclure, je vous rappelle que vous trouverez sur le site www.iq-invest.fr toutes les ressources que je mets à votre disposition avec l'accès à l'application IQ Invest, des entretiens individuels, des liens de parrainage pour ouvrir un PEA ou des comptes titres, la bibliothèque de l'investisseur sur lequel vous retrouverez tous les livres essentiels pour investir, et vous retrouverez également le lien vers le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'invest tous les lundis matins à 8h. Et maintenant pour conclure, donc KLA sur le papier est une entreprise de qualité qui bat le S&P 500 à long terme. Elle possède un grand moat, un fort avantage compétitif avec des fondamentaux solides et une position de leader sur un marché en croissance. Également, elle domine le secteur de la métrologie avec 4 fois plus de parts de marché que son plus proche concurrent. Et elle est aujourd'hui relativement surévaluée par rapport à ses niveaux historiques. Pour ma part, mon prix d'entrée serait autour des 611 $.
Et donc pour moi, c'est peut-être pour CLA, c'est une entreprise qui pourrait fortement m'intéresser, mais j'attends d'analyser AMAT, donc Applied Materials, qui est directement en fait son plus proche concurrent, avant de prendre une décision entre les deux. Donc la semaine prochaine, je vais sortir l'analyse de Applied Materials et je vous dirai à ce moment-là, selon moi, quelle serait l'entreprise la plus intéressante entre les deux à ajouter en portefeuille, en sachant que chacune a ses forces et ses faiblesses. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez CLA en portefeuille et ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Allez me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.